En manchette, aujourd'hui, des jeunes de chez nous participent aux Jeux du Québec à Rimouski. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 24 juillet, la belle humeur au pupitre. On débute par une petite nouvelle quand même fort importante puisque des athlètes de chez nous, des jeunes de chez nous, participent en effet à la grande finale des Jeux du Québec à Rimouski. On rappelle que cette finale a pris son envol le 21 juillet, ça se déroule jusqu'au 29 juillet prochain. Parmi la délégation lanaudoise, qui comptera près de 180 athlètes, répartis dans 15 disciplines, certains sont originaires de la MRC de Dautrey. Au total, plus d'une cinquantaine d'entraîneurs et d'accompagnateurs assisteront aussi à cet événement multisport d'envergure afin de procurer une expérience inoubliable aux jeunes. Le porte-drapeau lanaudois a été présenté lors d'une rencontre d'information pré-départ destinée aux parents et aux athlètes. Ça s'est tenu le 17 juillet dernier à Mascouche. À l'occasion de cette 57e finale des Jeux du Québec, Nathan Gabriel Pellissier, en basketball, a porté le drapeau de la région. Ce dernier a été nommé joueur de l'année dans la Ligue de basketball de Montréal. Il en est à sa deuxième présence aux Jeux du Québec. Dans notre MRC, quelques athlètes seront présents et nous représenteront. On parle de Jordan Barrette de Berthierville en basketball, d'Antoine Groslot de Lavaltrie, aussi en basketball, de Élie Désilet de Lavaltrie en natation, de Lucas Vincent de Berthierville en volleyball de plage et d'Anthony Louis Desrosiers de la Cruz, voilà, de Berthierville, aussi en volleyball de plage. Donc, félicitations à ces jeunes qui nous représentent avec fierté. On poursuit toujours au niveau sportif, un bulletin qui commence sur les chapeaux de roue. Payet Course Racing a en effet réalisé une belle victoire samedi au Edmonton International Raceway, alors que l'un de ses pilotes, Marc-Antoine Camiran, a dominé de bout en bout pour remporter sa deuxième victoire de la saison. L'autre pilote, Andrew Ranger, a quant à lui éprouvé des ennuis mécaniques pour ce début du voyage dans l'Ouest canadien de la série NASCAR Pinty's. Marc-Antoine Camiran, le vainqueur, a tenu le volant d'une voiture très rapide toute la journée sur le petit ovale situé à Wetaskiwin, voilà, au sud d'Edmonton. Il a réalisé le 9e temps avec des pneus plus usés lors de la séance d'essai et il savait que sa Camaro GM Payet serait rapide dans la course de 300 tours. Et elle l'a été. Camiran a en effet effectué le tour le plus rapide en qualification, enregistrant sa première pole position en carrière sur circuit ovale sur asphalte. Dès les premiers tours du Bears 300, il a démontré à quel point sa voiture était performante. Il s'est rapidement distancé du peloton, alors qu'il avait une demi-piste d'avance sur la deuxième place à la mi-course. Marc-André a mentionné « Ma voiture était parfaite, je ne me battais pas du tout avec la voiture, au contraire. Mon équipe a préparé une voiture très facile à piloter tout au long de ses 300 tours. Il a mené l'entièreté, et ça c'est rare, des 300 tours de la course et a remporté sa deuxième épreuve de la saison, croisant le drapeau à damier 11 secondes devant la deuxième place. Seulement 3 voitures ont terminé sur le tour du meneur. Toute l'équipe est bien sûr très heureuse de cette journée parfaite et se dit confiante donc pour être aussi rapide à Saskatoon mercredi prochain. De son côté, Andrew Ranger a connu une course plus difficile alors que des ennuis mécaniques, ennuis qui reviennent assez souvent depuis le début de la saison, se sont poursuivis au Edmonton International Raceway.
6e en essai, 7e en qualif. Sa Camaro GM Paillé Chevrolet a quand même connu un bon départ. On cite Andrew Ranger. Je me battais pour des positions et je pense que j'aurais pu bien réaliser un top 5. Malheureusement, ma voiture a commencé à surchauffer et j'ai dû entrer au puits de conclure le pilote. Son équipe a travaillé afin de lui permettre de revenir en piste, mais la voiture de Ranger a perdu plusieurs tours à ce moment-là. Il a rallié l'arrivée en 15e place avec 14 tours de retard. En terminant, Andrew Ranger mentionne « Nous avions une voiture rapide, mais comme beaucoup d'autres équipes aujourd'hui, nous avons connu des problèmes de surchauffe de moteur. J'espère bien revenir en force cette semaine à Saskatoon. » Paillé Course Racing, Marc-Antoine Camira et Andrew Ranger seront donc de retour en piste dès mercredi, alors que se conclut la tournée dans l'Ouest canadien de la série NASCAR Pinties lors d'un programme double disputé au Sutherland Automotive Speedway à Saskatoon, en Saskatchewan. On y va maintenant d'une annonce. On tombe dans le domaine municipal, on lâche les sports et on s'en va du côté de Lanoraie. On se rappelle que, évidemment, il y a eu des problèmes de température qui ont lourdement affecté Lanoraie le 13 juillet dernier. Et on apprend que 2 nouvelles collectes spéciales pour les grosses branches et les petites branches suite aux événements météorologiques du 13 juillet dernier sont maintenant planifiées afin de répondre aux besoins des citoyens qui doivent disposer d'un volume important de branches. 2 nouvelles collectes seront ajoutées au calendrier et voici les informations à retenir. Tout d'abord, la collecte pour les grosses branches d'arbres qui sont tombées, c'est à partir du 28 juillet. Une collecte de grosses branches se tiendra le 28 juillet et ça pourrait se prolonger, si besoin il y a, au cours de la semaine suivante. Les gens de Lanoraie, donc, si vous souhaitez bénéficier de cette collecte, vous devez écrire un courriel à info@lanoraie.ca avec vos coordonnées. On veut le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et une photo des branches à récupérer. Vous devez communiquer avec la municipalité avant le 27 juillet midi. Quelques critères doivent être respectés pour cette collecte. Il doit y avoir un important volume de branches. Les branches doivent avoir un diamètre maximum de 9 pouces. Les branches doivent être disposées sur votre terrain, en bordure de la rue et dans le même sens. Les souches ne seront pas récupérées. Cette collecte est offerte par la municipalité de Lanoraie à tout propriétaire ou locataire qui ne prévoit pas recevoir d'indemnité de ses assurances pour ce type de service. On parle maintenant de collecte pour les petites branches d'arbres. Ça sera le 1er août. Donc, une collecte aura lieu donc le 1er août prochain. Les branches doivent avoir un diamètre de 2 pouces maximum. Les branches doivent être placées en ballot et solidement attachées. Le ballot doit mesurer une longueur maximale de 5 pieds et avoir un diamètre maximal de 24 pouces. Le poids du ballot ne doit pas excéder 55 livres et les ballots devront être déposés en bordure de rue avant 7 heures le matin. Des branches non attachées, en vrac, trop longues ou ayant un diamètre de plus de 2 pouces ne seront pas récupérées. Donc, on vous invite à utiliser ce service spécial de la municipalité qui fait suite aux intempéries du 13 juillet dernier. Petite nouvelle brève concernant le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. On parle d'éducation par le jardinage à Berthierville. Le CJE et la ville de Berthierville se sont réunis pour officialiser les jardins d'Autrey. Il s'agit d'un jardin collectif, créé et entretenu par les organismes du milieu. Cette initiative vise à faire vivre à des jeunes adultes une expérience positive, leur montrer à entretenir un jardin
en plus de les encourager à manger de façon saine. Des partenaires du CJE rendent possible cette belle aventure. On parle bien sûr de la ville de Berthierville, du Patrick Morin de Berthierville, de Fleurs et légumes et compagnie et des ateliers du Carrefour. Passons maintenant à Sainte-Geneviève de Berthier, petite nouvelle aussi qui nous est acheminée par la municipalité. On vous mentionne de prendre note si vous restez à Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, prendre note que cette semaine, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier procède présentement à l'inspection des bornes fontaines sur son territoire. Cela peut entraîner une eau brouillée de couleur brunâtre ou jaunâtre. Bien que l'eau reste potable, on conseille, par précaution, de laisser l'eau couler quelques minutes avant consommation. Donc, prenez note à Sainte-Geneviève de Berthier. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, sont fiers d'inaugurer le tout nouveau Salon des membres de l'entourage dans le secteur de la santé mentale du Centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL. Ce projet a récemment vu le jour grâce aux efforts du CI3S de Lanaudière, de l'organisme La Lueur du Phare de Lanaudière et au financement de la Fondation. L'espace a été aménagé pour les membres de l'entourage des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Situé à proximité de l'urgence psychiatrique et de la psychiatrie courte durée, le salon permet aux proches, que ce soit proches de la famille, des membres, des amis, d'aller se recueillir et de se reposer pendant l'attente à l'hôpital. Ce salon leur permet d'avoir plus d'intimité et d'être dans un endroit calme. Plusieurs livres et dépliants sont à leur disposition afin de se renseigner sur la condition de leurs proches, mais aussi et surtout pour les comprendre, les accompagner. Les fauteuils dans la salle sont inclinables et permettent donc à l'entourage de ces gens de se reposer un peu lorsque nécessaire. Il est également important de mentionner que l'organisme La Lueur du Phare de Lanaudière a été très impliqué dans ce projet. Par la connaissance de ses membres, leur disponibilité, les intervenants de l'organisme ont su bonifier le salon afin qu'il soit adapté aux besoins de façon sécuritaire aux membres de l'entourage, tout comme pour les usagers. Plusieurs dépliants de l'organisme sont d'ailleurs à la disposition des proches. Il s'agit donc d'une nouveauté pour le CI3S de Lanaudière, comme aucun salon de cette nature n'était en place auparavant. Bref, une bonne nouvelle. Allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 24 juillet, on souligne l'anniversaire de Jeannette Plourde. C'est le Centre d'action bénévole d'Autrey qui nous invite à souhaiter bonne fête à Mme Plourde. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Un soutien financier de 4 430 $ du gouvernement du Québec permet au comité ZIP du Lac-Saint-Pierre d'organiser un beau projet dans le cadre du Mois de l'eau, coordonné par le regroupement des organismes des bassins versants du Québec et par les organismes de bassins versants du Québec, deux organismes qui travaillent à ce niveau. Ce projet est une initiative prévue dans le plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. Au Québec, le Mois de l'eau est une célébration collective de l'eau misant sur la sensibilisation et l'éducation de la population. L'édition 2023 du Mois de l'eau étant dédiée aux milieux humides et à la biodiversité qui les peuple. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre est heureux d'annoncer la réalisation d'une Story Map avec ArcGIS. ArcGIS Story Map permet de raconter des histoires grâce à des cartes basées sur un système d'information graphique, donc le SIG, qui informe et inspire. L'objectif de ce projet est de sensibiliser la population aux milieux humides et à leurs enjeux. Cela permet de mieux comprendre l'importance de leur rôle, notamment en lien avec la ressource eau, les menaces qui pèsent sur eux, ainsi que la riche biodiversité qu'elle abrite. Des photos ainsi que des vidéos aériennes, captées à l'aide d'un drone dans différents types de milieux humides et hydriques présents sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire, la ZIP du Lac-Saint-Pierre, et de la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, viendront accompagner les éléments d'information. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre tient à souligner la participation du gouvernement du Québec dans la réalisation de ce projet. On passe à une nouvelle culturelle maintenant. Iphigénie Marcoux-Fortier, documentariste, viendra présenter à la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville le résultat du projet Devenir chez nous. Dans la première partie de l'entrevue qu'elle nous accorde, elle nous parle de son parcours et de ses futurs projets. On l'écoute. Je suis en compagnie d'Iphigénie Marcoux-Fortier. Bonjour, merci de nous parler ce matin. Bonjour Daniel, merci de l'invitation. On va parler un petit peu de toi. Tu es natif de Saint-Norbert, si ma mémoire est bonne. Je veux juste être sûre que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Tu es natif de Saint-Norbert et tu as étudié en communication. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à être documentariste, là, je pense que c'est vraiment, on pourrait dire, ton métier, ton titre aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'était pas du tout prémédité. Alors, pour revenir à ma naissance, ça s'est passé en 1979 et j'ai grandi effectivement à Saint-Norbert, dans un cul-de-sac, dans le fond du Rang-Sainte-Anne, dans les années 80. Alors, je crois que j'avais, moi, 12 ans quand on a eu un lecteur VHS à la maison, là. C'était pas du tout dans, disons, mon radar de devenir cinéaste documentaire. Mais c'est vraiment quelque chose qui est arrivé de fil en aiguille, de fil en rencontre.
Donc, c'est pendant mon bac à l'UQAM en communication, qui était en fait, à ce moment-là, j'ai étudié au profil en arts médiatiques, en multimédia. Et j'ai rencontré Karine Van Améringeant, qui est devenue ma très, très bonne amie et éventuellement collègue, consoeur et co-réalisatrice, coproductrice. On a, après donc nos études, on est parti au Mexique puis on a fait notre premier film avec une amie à elle qui faisait une maîtrise en anthropologie. Et puis ça a été, c'est un peu, ça a vraiment été l'élément déclencheur qui m'a, disons, dans le cadre de mes études, j'avais fait un peu de vidéo, de cinéma, de caméra, de son et tout. Mais c'est vraiment ce projet-là qui a été vraiment mon film école, disons. Premier documentaire, premier moyen-métrage documentaire. Et voilà, de fil en aiguille, on a créé notre petite boîte de production documentaire Les Glaneuses, puis on a toujours continué à créer ensemble. D'ailleurs, on revient tout juste du Brésil où on est Oh! allé présenter notre nouveau long métrage documentaire en première internationale dans un festival qui s'appelle Olear de Ciné, Olear de Cinéma. Puis donc, ce film-là, on va le sortir à l'automne au Québec. Pour moi et pour Karine, parce que nos parcours sont intimement liés là, dans la co-réalisation de nos œuvres documentaires, ça a toujours été relié à vraiment des questionnements fondamentaux pour nous, des grandes questions de vie et de mort, en fait, beaucoup de relations interculturelles, de façon d'être au monde, en fait, de se relier aux autres. Puis finalement, la caméra, pour nous, ça a été un moyen d'aller à la rencontre des autres, des gens, puis toujours dans cette optique-là de demeurer dans une quête active de sens, je dirais. Le premier film que j'ai fait, alors c'était au Mexique, mais c'était dans une communauté Maya Lacandon, au Chiapas. Et je pense que j'avais 23 ans. Mais cette expérience-là, ça m'a aussi éveillée, disons, aux réalités des Premières Nations au Canada, au Québec, puis encore plus proche de chez nous, dans la Naudière, parce que comme étant native de Saint-Norbert, ben c'est ça, j'ai noté l'existence même de Manawan, qui est Mhm. cette communauté-là atikamekw, qui fait partie, disons, d'un territoire qu'on partage aujourd'hui. Mais ça m'a beaucoup confrontée et questionnée parce que moi, j'avais déjà la mi-vingtaine quand, disons, j'ai appris puis j'ai réalisé que jusque-là, dans mon parcours de vie, j'avais pas été en contact avec cette connaissance-là. Mais bref, ça m'a amené à vouloir aussi passer à l'action. Pas juste que ce soit une connaissance passive, mais donc à ce moment-là, c'était à la fin des années 2000, là, en 2008, j'ai commencé à être cinéaste formatrice, cinéaste mentor avec le Wapikoni Mobile. Et j'ai donc passé du temps dans différentes communautés de différentes nations, dans des communautés atikamekw, mais aussi communautés Innu, Mhm. communauté Anishinaabe un peu. Je suis allée, ces dernières années, en fait, donc c'est ça fait 25 ans que je Mhm. fais ça. Non, 25 ans, non, c'est trop. 15 ans, ça fait 15 ans. 2008 à maintenant, oui, ça fait 15 ans. Donc, une quinzaine d'années que j'ai commencé à faire ça. Puis les collaborations se sont, disons, transformées au fil du temps aussi. Donc, je fais partie d'une belle collaboration avec un projet d'école de cinéma Mapuche dans le sud du Chili. Donc, Mhm. je suis allée physiquement là, pendant 7 années. Puis, depuis la pandémie, la collaboration se poursuit à distance. Et puis, une autre collaboration avec la communauté de Kangirsoual-Ujjuaq à travers un projet de camp scientifique et d'activités traditionnelles. Donc, il y a vraiment différents projets. Mais c'est vrai que dans tout ce parcours-là, ma propre disons, mon propre positionnement c'est précisé dans ma façon de collaborer, puis dans cette envie-là d'être vraiment dans une approche de co-création, une approche où
ben non seulement qui est plus horizontal, mais où on remet en question aussi cette autorité-là ou ce pouvoir-là d'un ou d'une seule réalisatrice, l'espèce de belle pyramide hollywoodienne Oui. où les relations de pouvoir sont assez présentes. Ouais. Donc, j'ai développé effectivement une façon de travailler qui prend en compte puis qui met en scène les connaissances de chacun, de chacune Ouais, aussi. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, tu as toujours une belle passion, tu as toujours un désir d'avancer, de continuer. Donc, on va te féliciter. Puis, je pense qu'on peut être très fiers de toi, étant dans notre région et tout. C'est vraiment très, très beau. Félicitations. Ben, merci, Daniel, puis merci pour l'invitation pour la projection extérieure. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas être là cette fois-là, mais il y aura quelques-unes des co-créatrices qui vont être là qui connaissent très, très bien le projet, qui vont pouvoir discuter avec le public aussi à ce moment-là. Donc, c'est bien apprécié. Que je te merci remercie beaucoup. Bye bye. Bonne continuation. Merci. Bel été. Donc, demain, la suite de cette entrevue. On précisera alors le travail de devenir chez nous. C'est à suivre. Allons à la pause. Bonjour, votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi après-midi, il y aura possibilité d'orage avec une température de 28 degrés et avec un ressenti de 38 et avec une possibilité de 1 mm de pluie. Lundi soir, il y aura aussi possibilité d'orage avec une température de 23 et avec un ressenti de 28 avec aussi une possibilité de 1 mm. Lundi nuit, il fera 19 avec un ciel variable avec un ressenti de 20. Mardi matin, il y aura aussi un ciel variable avec une température de 20 degrés et avec un ressenti de 22. Mardi après-midi, il y aura une température de 26 avec possibilité d'orage et un ressenti de 33. Et finalement, mardi soir, il fera 24 degrés avec des passages nuageux et avec un ressenti de 30. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.